salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Donc on se retrouve pour parler de Sodipeng contre Shoot Again. Shoot Again, la boutique d'importation sauvage des années fin 80, début années 90 de Gilles Breuil. Voilà, qui nous avait fait le privilège de nous importer la PC Engine, la Super Graphics, la Mega Drive, la Super Famicom, avec des petites modifications sur les consoles d'origine, comme on le voit à l'image. Par exemple, ici, voilà, vous avez plus tard, et on a retrouvé la date officielle de commercialisation de cette PC Engine dans les supermarchés en France d'Auchan. Voilà, on va commencer la vidéo par tout de suite donner des informations de distribution. 1er mars 1990, date officielle de commercialisation de la PC Engine par Sodipeng dans les magasins de la France entière, avec donc voilà cette modification de sortie vidéo que vous avez à l'image, et ça c'est assez exceptionnel, voilà, pour les gens qui encore doutaient de ces modifications 50 Hz ou de sortie vidéo. Cette fameuse sortie prise Péritel qui avait été instaurée à la base déjà par Shoot Again et puis les personnes qui se chargeaient, les techniciens qui se chargeaient de modifier voilà, les circuits imprimés pour modifier la sortie vidéo, et également mettre en place ce signal 50 Hz pour les télés d'époque. Voilà, encore une fois, on retrouve beaucoup d'anecdotes de gens qui à l'époque avaient connu cette console, l'avaient achetée, l'avaient ramenée chez eux, et quand ils branchaient la console sur leur télé, image grise au mieux, à cause du NTSC et du PAL, et au pire des grésillements, des balayages et absolument aucune image parce que les télés ne géraient pas le 60 Hz. Et ça, en effet, aujourd'hui c'est un luxe de pouvoir jouer avec des consoles non modifiées d'origine, avec cette prise antenne ou l'AV booster qui se branche derrière aujourd'hui comme accessoire pour avoir une sortie en Péritel adapté, on va dire, pas forcément RGB pour certaines versions, on va dire. Il faudra passer par d'autres modifications pour avoir une image encore meilleure. Mais cette console là, voilà, qui était offerte avec le jeu Rock On au prix de 1690 francs dans les supermarchés Auchan. Alors, si on regarde, voilà, les magazines d'époque, le magazine Tilt qui faisait la promotion justement de ce magasin, de cette console, pardon. Alors, si on regarde de plus près, voilà, la concurrence entre guillemets non officielle et sauvage que pratiquait donc Shoot Again à l'époque, déjà en 1990 et auparavant, avant qu'on leur enlève les droits d'exploitation, parce qu'au final c'est NEC qui s'est occupé de faire ce procès à cette boutique là pour justement arrêter l'importation hors du continent asiatique de cette machine et hors du Japon surtout, importation totalement interdite qui avait été faite du côté des boutiques européennes et cette boutique française donc qui se situait 145 rue de Flandre, métro Crimée, comme vous le voyez. On appelait donc à la sortie on va dire décembre 89, mais plus janvier, février 90, la PC Engine 2, à savoir la Super Graphics. Regardez, RGB Péritel 60 Hz plus un jeu, 3450 francs. C'est-à-dire qu'on vous modifiait cette Super Graphics pour avoir soit le 50 Hz, soit le 60 Hz au choix, selon vos préférences avec votre téléviseur. Et on intégrait une sortie RGB Péritel.
Alors RGB, qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est Red, Green, Blue, ce sont les couleurs voilà, principales au niveau de la sortie vidéo qui vous amènent des dégradés et beaucoup plus de netteté également à l'image. Il y a des gens qui disaient RVB. RVB c'est mieux que RGB. Mais non, RVB et RGB ce sont les mêmes termes, simplement qu'on a les termes européens français, rouge, vert, bleu, et en anglais red, green, blue. C'est exactement la même chose. Quand t'es gamin en 93-94 et que tu vas à République, tu demandes bonjour monsieur, vous avez une prise Péritel RVB? Ah non, parce que je veux pas la RGB, parce que l'image est moins belle, tout ça. Ah oui, oui, j'ai rentré une prise RVB pour également votre PlayStation 1 en 95. Tiens, voilà, hop. 200 francs à l'époque, hein. Le prix a vite baissé, mais parfois même des magasins un peu, on va dire, escrocs dans l'esprit, vous vendaient des prises Péritel RCA pour votre Super Famicom, et c'est-à-dire que vous aviez simplement une sortie Péritel complète intégrée au niveau du fil et de la sortie parfois stéréo, mais l'image était pas de la qualité d'un vrai RGB. Donc il y avait toujours ces normes qui étaient un peu floues au niveau des clients des années 90. Il faut savoir que on a quand même avec premièrement la sortie RGB la possibilité d'avoir la couleur sur nos téléviseurs à l'époque qui intégraient le 60 Hz, parce que si vous passiez parfois par simplement une prise sortie vidéo de base, vous aviez l'image en noir et blanc avec les sorties RCA. Et les gens le savent avec la PlayStation 1 où ils ont souvent acheté des jeux d'import, des jeux pirates qui mettaient sur leur PlayStation, qui étaient pucés, et ils n'avaient pas la prise RGB pour avoir la couleur à l'image. Bon, tout ça se règle assez rapidement. Donc regardez, on fait un tour du côté de Shoot Again à l'époque, hein. PC Engine toujours vendu, Core Graphics, PC Engine norme Péritel française 50 Hz, compatible tout moniteur et toute TV. Couleur originale avec un jeu 1990 francs. Faites monter un autofire sur votre joypad d'origine. Donc en plus de faire les modifications vidéo, Shoot Again avec leurs techniciens vous faisait également les modifications de l'autofire, ou simplement c'est un clic qui active ou désactive le bouton poussoir au niveau du connecteur qui l'enclenche. Ça n'a rien de magique, c'est facile à faire pour tout le monde, mais eux le faisaient de façon plus esthétique, on va dire, hein, sur votre manette. Bon, bien sûr, des manettes se vendaient également simplement du côté de Shoot Again et d'autres importateurs pour bien sûr la Super Famicom. La Mega Drive, il y a eu beaucoup moins d'autofire qui ont été vendus au niveau de manettes. Il y en a eu bien sûr, hein, mais il y en a eu beaucoup moins. Ça a commencé vraiment sur la NES de Nintendo, où en effet il y avait pas mal de shoot 'em up où les gens demandaient ça. Alors regardez par exemple, on a les tarifs pratiqués par Shoot Again avant que bien sûr ça arrive dans les supermarchés avec Sodipeng, et je vous ai montré juste auparavant hein, cette escroquerie du 50 Hz et puis de la prise Péritel qui était soudée, intégrée derrière la console, aucun moyen de l'enlever. On avait ici, regardez, PC Engine 60 Hz sans jeu, 1490 francs. 60 Hz avec carte 1590. Alors je sais pas ce qu'ils s'appelle carte, hein, je vois pas. Peut-être carte ils appellent ça par rapport à la sortie, une sortie spéciale ou je ne sais pas quoi. Enfin une card au choix peut-être, voilà. La PC Engine 60 Hz avec un jeu 1790, c'est-à-dire que au final le jeu revient à 300 francs, voilà. Un jeu plus une carte. Alors franchement là je sais pas ce qu'ils appellent carte, ça peut être un jeu bonus ou je ne sais pas, on verra. Et également ils vous vendent la PC Engine 50 Hz avec un jeu, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la possibilité de jouer avec votre console sur votre moniteur, eh bien, vous passez donc par cette modification que Shoot Again vous faisait.
pour la modique somme de 100 francs, c'est-à-dire que enfin 100 francs, c'est plus 200 francs la modification si on fait le calcul, 1790 et 1990 avec un jeu, 200 francs la modification de votre sortie vidéo et donc de la fréquence de la console pour avoir un affichage sur vos télés qui ne gérait que le 50 Hz à l'époque. Puis bien sûr les prix ensuite varient avec également 1000 francs 2000 francs de plus avec le lecteur CD-ROM pour la Duo. C'était assez énorme, hein, faut dire, au niveau des tarifs. 3990 francs. C'est ce que je vous avançais également dans mes vidéos précédentes où je vous disais que la Super Graphics, 3450 francs. Où justement il y a des magasins qui la vendaient un peu plus cher également. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de modification. On vous vend cette Super Graphics avec peut-être voilà, une sortie type AV Booster, mais elle n'est pas modifiée pour le 50 Hz. Elle reste en 60. Là où sur PC Engine, ils le faisaient encore. Là, la console venait de sortir, donc c'était peut-être pas forcément encore dans leur corde. Ils étudiaient un peu le principe de modification. Également, voilà, il y avait des adaptateurs NEC pour moniteur. Alors ça, en effet, cette sortie dont je vous avais parlé existait pour adapter sur un moniteur, alors pas forcément type VGA, mais ça pouvait ressembler à une sortie justement pour les moniteurs Amiga ou peut-être Atari ST, voilà, où je pense pas sincèrement qu'on était sur la base de moniteurs PC d'époque, je pense pas. Alors, là c'est moniteur Amstrad, il le spécifie, hein. Alors les moniteurs Amstrad également avaient une sortie qui permettait, voilà, d'être adaptés. Et puis on avait des jeux, voilà, vente par correspondance, on avait pas mal de jeux, Legendary Axe, P47, Cybercross, Mr. Ellie, Bullfight, Motoback, Shinobi, PC Kid, Triple Battle F1, R-Type 1, Chase HQ, Altered Beast, et parfois vous voyez certains titres, les prix ça pique. 549 francs par exemple pour l'importation et l'achat de Gunhead que l'on voit ici, voilà, Gunhead, il est là, extrêmement cher. Valise 2, 525 francs, c'est extrêmement élevé. On a également EV Unit 549 francs, c'est-à-dire que Shoot Again se faisait une marge énorme. Là où, à un moment donné, Auchan, la Fnac et d'autres peut-être enseignes, supermarchés qui étaient fournis par le distributeur Sodipeng, les jeux étaient largement moins chers. Il y avait peut-être 200 francs parfois de marge de différence avec les jeux vendus avec Shoot Again, où justement eux se faisaient une marge énormissime. Alors on va regarder un peu l'histoire de Shoot Again, cette boutique, avec quelques articles. Alors comme vous le voyez ici par exemple, on a cette publicité justement de la concurrence officielle distributeur de Sodipeng qui apparaît, ça y est, dans les magazines Tilt pour la distribution en mars 1990, c'est-à-dire on est sincèrement pratiquement 3 ans, enfin 2 ans et demi après la sortie officielle de cette console là. Et bien sûr il y a un catalogue de jeux qui est assez énorme, mais on n'a pas forcément les dernières nouveautés. C'est-à-dire que là par exemple on a Sodipeng qui vend la console officiellement dans les supermarchés pour 1490 francs sans rien. Et ensuite bien sûr si vous l'achetez avec un pack comprenant un jeu, voilà, vous allez la payer 1790 francs ou 1600, ça va varier parfois selon les offres des magasins. Voilà, et au niveau des stocks, c'est pas une console qui est extrêmement présente également dans les étalages de ces magasins-là. Elle n'est pas forcément mise en évidence, faut dire. Alors, à l'époque également, il y a un magasin qui aurait pu faire concurrence à Shoot Again et puis également
recevoir les produits de Sodipeng, mais ils n'ont pas choisi cette commercialisation de cette machine, sachant que les chiffres de vente en Europe n'étaient pas énormissimes. Par contre, la PC Engine, voilà, qui s'est quand même vendue à un peu moins de 2 millions d'exemplaires jusqu'à cette période, est un succès commercial, on va dire, pas forcément international, mais grâce à l'importation voilà, qui a été faite en Europe avec certaines boutiques et puis certains achats de gérants de boutiques parisiennes qui sont allés au Japon prendre beaucoup de stocks pour les revendre du coup du côté de la France et même de l'Europe dans d'autres pays. On a eu plein de ventes sur le Japon et de cette machine là qui a extrêmement bien marché, au contraire voilà de la Super Graphics qui, par rapport aux vidéos précédentes que je vous ai faites, s'est vendu à 30 000 exemplaires au lancement. Il y a eu 50 000 consoles Super Graphics qui ont été fabriquées en usine du côté du Japon. Seulement 30 000 consoles vont être écoulées durant la période des 6 premiers mois de décembre 89 jusqu'à, on va dire, le début de l'été 90. Et sur la durée de vie totale de la Super Graphics, on a 75 000 ventes, c'est-à-dire la moitié de consoles vendues par exemple par rapport à une Jaguar qui s'est vendue à 150 000 exemplaires dans le monde sur sa période de commercialisation. La Jaguar étant également une console extrêmement puissante, mais qui n'a pas trouvé acquéreur au niveau malheureusement des éditeurs tiers, des distributeurs, également des jeux de lancement qui n'étaient pas au niveau, on va dire, de la technologie peut-être de la console qui promettait des choses exceptionnelles. En plus de ça, NEC voilà, a continué à sortir des titres pour la PC Engine et pas forcément pour la Super Graphics, c'est-à-dire que Hudson produisait ses propres jeux à un moment donné, également pour mettre en valeur la technologie de NEC et d'Hudson, mais n'ont pas eu le temps aussi de faire des jeux pour la Super Graphics. Et pourtant, Dieu sait que Hudson a essayé à un moment donné, même si on a l'impression sincèrement qu'ils n'avaient pas forcément un grand intérêt, plus que ça, de leur côté, à on va dire promouvoir ces machines-là. Ils les mettaient sur le commerce, mais sans un matraquage marketing que Sega voulait faire ou Nintendo. Ils se voulaient un peu plus élitistes en fait dans la vente par rapport à des produits comment dire, vidéoludiques, sans forcément faire concurrence à des grandes compagnies. Ils voulaient montrer qu'ils étaient capables de faire des choses technologiquement supérieures. Il faut dire que si vous connaissez l'histoire de NEC, à un moment donné, ils ont développé des jeux pour la Famicom au Japon, et ils ont demandé à Nintendo justement s'ils pouvaient améliorer le hardware de la Famicom pour faire des jeux un peu plus fournis, ce que Nintendo a entre guillemets refusé, a mis ça de côté. Ils ont préféré faire des cartouches où justement on ajoutait des puces additionnelles pour faire tourner des jeux un peu plus performants, mais ne pas accélérer le hardware de la NES, de Nintendo. Et c'est à partir de ce moment-là où les ingénieurs du côté de Hudson et NEC se sont mis à réfléchir et à penser pour faire cette PC Engine à la base au tout début. Ça a été né comme ça le projet du côté de NEC. Et là, voilà, comme je vous l'ai dit, on est avec Gilles Breuil qui réalise une interview avec AHL, Alain Hugues Lacour, que vous connaissez tous dans le magazine Tilt de novembre 90, parce que à l'époque, on a JM Destroy qui est présent souvent à la boutique, qui s'occupe un peu de l'importation non officielle de certains jeux, certaines machines. Et puis les personnes de chez Tilt se fournissent également dans la boutique Shoot Again, qui est le roi de l'importation de la console avant-gardiste japonaise sur la région parisienne, et également la vente par correspondance en France. Voilà, alors Shoot Again, boutique spécialisée dans la console et l'arcade, est dirigée par un seul homme qui réussit à vivre de sa passion, le jeu, en moins de 2 ans. C'est-à-dire que la boutique, j'ai pas la date exacte d'ouverture, j'essaierai de vous la trouver.
On est plus début 88, voilà. En moins de 2 ans, Gilles Breuil est parvenu à faire connaître Shoot Again dans toute la France. On parle beaucoup de lui en ce moment, que ce soit à propos de la création d'un département arcade ou encore de ses démêlés avec les distributeurs officiels de consoles. Et ouais, parce que ça va mettre un terme à, comment dire, la gestion d'un commerce parallèle non officiel, de distribution de... On n'est pas dans un circuit pirate, attention, on est dans un... Ce sont des machines officielles qui sont importées en France illégalement. C'est ça qu'il faut voir. Comment vous définissez-vous? Alors avant tout, je suis un passionné de jeux, je suis informaticien de formation et j'ai été longtemps directeur informatique pour une société italienne. Alors il nous dit ensuite, voilà... Puis un jour j'ai découvert les jeux vidéo avec Mattel, Coleco, l'Atari XL 800, le Commodore 64. En ce qui concerne le jeu, j'ai toujours préféré les consoles au micro. Je suis un fan d'arcade et ce sont les consoles qui offrent les meilleures conversions. Alors c'est vrai qu'au niveau des scrolling, il n'y a pas photo. Par contre au niveau de la 3 dimensions, les micro-ordinateurs Amiga, Atari ST sont en avance sur les consoles pour la gestion de la 3D. Cela dit, il y a des moments, il y a match tout de même avec certains jeux sortis à un moment à partir de la Mega Drive. Notamment certaines simulations de course et de vol, avec F-15 de Strike Eagle, F1 de Domark, Virtua Racing bien sûr. Nintendo fait un procès à Shoot Again. Pourquoi? En fait, on me reproche de vouloir diversifier la ludothèque de Nintendo en vendant un adaptateur permettant d'utiliser les cartouches japonaises sur la console française. Alors déjà, ça commençait par là, c'est-à-dire que, attention, les cartouches japonaises sont plus petites et ne rentrent pas dans la NES européenne. Voilà, l'adaptateur a été fait pour insérer ces cartouches de façon plus simple, sans acheter bien sûr une Famicom qui avait encore une fois ce problème de prise antenne avec les canaux d'antenne hertziens qui ne fonctionnaient pas en Europe. Le décodeur intégré de la PC Engine et de la Famicom ne fonctionne pas sur les télés d'époque cathodique. Il n'y a pas de décodeur de prise antenne intégré. Donc il faut bien sûr faire une modification de la sortie pour avoir cette fameuse prise RCA Péritel ou alors une Péritel RGB comme on aime bien dire. Non content de ne distribuer qu'une infime partie des programmes disponibles au Japon ou aux États-Unis, Bandai prétend interdire aux consommateurs d'acquérir les derniers titres sortis à l'étranger. Cela est d'autant plus surprenant que ce n'est pas quelques dizaines de cartouches achetées par des passionnés qui risquent de faire s'écrouler l'empire Nintendo. Bah, c'est un marché parallèle non officiel en fait, qui a pas été... où justement Nintendo ne touche pas d'argent dans l'importation, l'exportation des produits, etc. C'est ça le problème, c'est que Nintendo, ils veulent avoir leur petit argent sur l'importation de leurs produits. Voilà. Qu'en est-il de vos rapports avec Virgin et vos échanges de communication? Virgin a exprimé son point de vue, nous avons répondu en justifiant le nôtre, mais cela ne devrait pas aller plus loin. Nous estimons avoir le droit d'importer la Mega Drive et ses jeux. Oui, parce que à l'époque, c'est Virgin qui s'occupe de l'importation, je crois également de la Master System et de la Mega Drive à un moment donné, distribution. Et comment dire, on a Gilles Breuil, Shoot Again, qui sont un peu les gangsters, on va dire, de l'importation d'époque, qui vont continuer d'aller au Japon chercher ces Mega Drive japonaises et les mettre sur le sol français. Alors, ils estiment avoir le droit d'importer la Mega Drive et ses jeux, mais je suis tout à fait prêt à vendre la console française lorsqu'elle sera disponible. C'est-à-dire qu'on est là en novembre 90, et on est dans les cordes de la sortie française. Hein. Du reste, nous devrions nous entendre avec l'équipe de Virgin Loisirs composée de gens ouverts. C'est-à-dire qu'au niveau des négociations, de toute manière, à un moment... je pense pas qu'il y ait une corrélation avec justement l'importation sauvage des consoles japonaises et l'importation officielle de la française, enfin
la distribution officielle de la console française par Virgin et Sega, qui ont des accords communs où justement Shoot Again va également demander à Virgin de leur fournir des consoles, voilà, européennes. Pensez-vous arrêter les importations à la suite de vos démêlés avec les distributeurs? En tant que spécialiste de consoles, notre rôle consiste à offrir le plus grand choix possible aux passionnés. Alors on sent le commercial qui parle. Sans cela, une boutique comme Shoot Again n'aurait pas de raison d'être face aux supermarchés qui vendent des consoles dans toute la France. Nous devons de couvrir tout le marché de la console et les distributeurs doivent comprendre que nous ne cherchons pas à casser un produit, au contraire nous faisons tout pour le promouvoir comme nous l'avons déjà prouvé en nous battant tout seuls pour la PC Engine pendant 1 an. Ils se sont pas battus pour la PC Engine, ils ont fait de l'importation sauvage, illégale. Oui, ils se sont fait des marges de 100% parfois sur la revente d'un produit qui vendait le double, et également l'importation des jeux, etc. C'est-à-dire que, basiquement, alors même si ce sont des professionnels, et je souhaite qu'à l'époque, en effet, ils aient fait des factures en bonne et due forme, avec justement des déclarations d'impôts, et j'ai un doute justement sur le fait que tout ça a été fait dans les règles, en effet, à un moment donné, où au final ils ont mis le produit dans leur dans leur trésorerie en tant que produit d'occasion et pas en tant que produit neuf, vu qu'il n'y avait pas de fournisseur officiel. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez au Japon et que en tant que vendeur eBay professionnel ou déclaré, vous vendiez cette console sur votre boutique sans l'accord de NEC à l'époque ou de Nintendo pour la Famicom, etc. Ça peut poser des soucis si vous faites ça de façon continue à grande échelle. Si vous vendez une console que vous avez achetée et vous n'êtes pas satisfait, vous avez acheté 2 consoles, vous en gardez une pour vous en vendez une autre pour faire plaisir à des gens ou je ne sais quoi, là c'est un commerce. C'est toute la différence. Voilà. Ce qu'ils ont fait à l'époque, c'était un coup de poker où justement ils ont peut-être pas su s'arrêter à un moment donné, quoi. Nous devons de couvrir tout le marché, voilà. Au contraire, nous faisons tout pour promouvoir la PC Engine. Quelles sont les consoles qui vont marcher en 91? La Mega Drive devrait se tailler la part du lion en France en raison de ses performances et de la qualité de sa ludothèque, qui est déjà au Japon, bien sûr. Mais les consoles portables devraient également rencontrer un certain succès avec la Game Boy et la portable PC Engine, la Turbo Express. Pourquoi ouvrir un département arcade? L'équipe Shoot Again a planché sur ce projet pendant 6 mois. Nous disposons désormais de notre propre gamme avec des machines d'arcade étudiées et réalisées avec des fabricants français. Ce qui est motivant. L'idée est séduisante, mais n'est-ce pas coûteux pour toucher un vaste public? Il est vrai que les machines ne sont pas à la portée de toutes les bourses, mais après tout, elles sont quand même nettement moins chères qu'un PC haut de gamme ou qu'un Amiga 2000. Alors, l'Amiga 500, c'est encore plus cher qu'une PC Engine également. Il faut savoir qu'un Amiga 500, je crois que c'est autour, on est presque légèrement au-dessus de 3200 francs à l'époque, 3290 francs, rien que le clavier. Il n'y a pas de moniteur. Quand vous voulez le setup, c'est plus de 5000 francs. Bien sûr, en 92, tout ça va baisser de moitié pratiquement, mais là, l'Amiga Atari c'est quand même très très cher, mais on peut faire beaucoup plus de choses, et les jeux reviennent de manière gratuite en copiant les disquettes, donc il y a un avantage énorme. Alors, ils disent, en revanche, les jeux seront bien moins coûteux, en effet, indépendamment de la vente, nous avons opté pour un système de location très abordable. Nous louons des jeux d'arcade au prix de 500 francs par mois et nous disposons déjà d'un catalogue d'une dizaine de titres et nous comptons atteindre 25 titres d'ici la fin de l'année. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent jeux d'arcade? C'est-à-dire les cartes, ils louent les cartes pour que les gens les insèrent dans leur borne. Bon, ça reste... oui, ce qui parle de consoles qui louent, là, sincèrement... Comment voyez-vous l'avenir de Shoot Again? Je rêve depuis longtemps d'un espace consacré exclusivement aux jeux vidéo dans lequel on trouverait tout ce qui se fait de mieux. Alors ils avaient une petite boutique qui était rectangulaire vers Métro Crimée, rue de Flandre, et ils n'avaient pas forcément une très très grande boutique. Si aujourd'hui vous connaissez par exemple
Ça pourrait être équivalent rétro gameplay. Mais de façon allongée, sans qu'il y ait ce tournant à un moment donné. Retro Gameplay, qui est l'ancien ami Lopro, que les gens ont connu par exemple sur le boulevard Voltaire, qui était à côté de Coconut, où il y avait les anciens. Enfin, après, par la suite, on a eu Stock Games et Maxi Games qui sont arrivés par là. Mais longtemps avant, on avait donc Ami Le Pro qui était là. Et si vous voyez la configuration en angle droit, vous imaginez Shoot Again au niveau de la superficie, aussi grand que Ami Le Pro et Retro Gameplay, mais en longueur, sans qu'il y ait ce tournant, ni d'escalier pour descendre. Voilà, ça restait une belle boutique, mais très éloigné de tout. C'est-à-dire que valait mieux parfois aller sur le boulevard Voltaire dans les années début 90 pour avoir plus de choix au niveau de vos achats. Voilà. Alors, en 1990, voilà, sur le marché, il y a pas mal de consoles qui arrivent. Shoot Again, c'est également un magasin qui a toujours envie, bien sûr, hein, de se procurer les derniers titres présents et disponibles du côté du commerce, ce qui est tout à fait normal. Donc on a l'arrivée de cette Super Graphics et déjà les journalistes d'époque se posent la question de savoir si c'est la fin de vie annoncée de cette console PC Engine qui a été remodelée plusieurs fois par les créateurs de NEC et d'Hudson. Voilà, on nous dit la console PC Engine n'a pas encore eu le temps de s'imposer, que déjà la Core Graphics plus performante, enfin la Super Graphics même, parce que la Core Graphics au final c'est une évolution 1.2, 1.3 de la PC Engine, commence à apparaître, la Super Graphics commence à apparaître. Atterri présente déjà la Lynx, console portable en couleur, ça c'est énorme, 4096 couleurs. La Super Graphics au niveau de l'apparence, elle en jette, faut dire qu'elle a de la gueule, elle a grave de la gueule, niveau esthétique, c'est impressionnant. Bonne réputation déjà de NEC en Europe et également avec l'importation officielle de Sodipeng, bah, ça va démocratiser dans les foyers l'achat de cette console qui au début devait être faite du côté de Shoot Again, des boutiques parisiennes avec la vente par correspondance. D'ailleurs il y avait Gunnet qui en parlait très bien, où il avait envoyé un chèque avec une somme énorme pour se payer sa PC Engine avec un ou deux jeux, et sûrement également une modification de la sortie antenne pour avoir l'image sur son téléviseur. Donc ça lui avait coûté beaucoup plus cher que la console de base. La guerre des consoles fait rage dans l'empire du soleil levant. NEC semble décidé à brûler les étapes, et c'est un peu ça, c'est que problème d'arrogance, problème d'envie d'écraser le marché avec les nouvelles technologies et les puces qu'ils avaient créées eux-mêmes face à Sega et Nintendo. Seulement voilà, ils avaient oublié qu'il fallait également créer des titres pour ces consoles-là. Superbe machine à rêve qui se cache sous un design assez austère. Moi j'ai trouvé le design qui rappelait vraiment ce qui se faisait du côté des films de science-fiction, avec les guns et tous les lance-grenades, les flingues que vous voyez dans Predator, Aliens, Commando, etc. Enfin ça rappelait vraiment un truc typé armée. Voilà, la guérilla, on va à la guerre avec cette console, etc. Niveau design, je pense que la Mega Drive, elle est légèrement devant au niveau esthétique, mais la Super Graphics, franchement, elle en jette. Alors, la Super Graphics, le point faible, c'est qu'elle est rétro-compatible. Avec ce qui veut dire rétro-compatibilité, veut dire que le processeur est le même. Et ouais, c'est ça le problème. C'est un peu l'erreur qui a été faite également du côté de la Super NES. Et justement, ça a empêché le hardware d'évoluer nettement par rapport à d'autres machines. Cela dit, ils ont rajouté un peu plus de mémoire, voilà, 4 fois plus de mémoire, donc on avait, voilà, comme on le dit, elle comporte 4 processeurs supplémentaires. Cela augmente de manière très sensible la vitesse de déplacement de sprite sur l'écran. Permettent d'animer simultanément 128 sprites.
contre 64 sur la PC Engine, donc on peut afficher beaucoup plus de choses comme dans les shoot'em up, dont 1941 qui est un vrai bon jeu super graphics. En revanche, les capacités sonores restent les mêmes comme la PC Engine. Cette console ne comporte qu'un seul port joystick. Accessoire, très prochainement, le Power Console qui s'adapte sur la super graphique. Il s'agit d'une unité de contrôle, un super joystick pour les simulateurs de vol. Je crois qu'il y avait un prototype en photo dans un Tilt magazine, ça me dit quelque chose. Là, il parle pas de la mémoire supérieure avec 4 fois plus de mémoire, mais il y a, dans la vidéo précédente, je vous en ai parlé. Alors, on parle également d'un volant. Il peut être utilisé comme un volant façon un peu, vous savez, K2000 je pense. Ça a été fait sur Master System au final, ce genre d'accessoire qui sert pas à grand chose. Mais voilà, il voulait concurrencer l'arcade, voilà. Les jeux de PC Engine sont compatibles à 100% avec cette nouvelle console. Ce que je vous dis, voilà, c'est dans l'histoire des hardware, des consoles qui ont été rétrocompatibles, ça freinait l'évolution de la carte mère de la console sur certains points. Les graphismes de Ghouls 'n Ghosts est vraiment magnifique. Il semblerait que la conversion super graphique soit encore supérieure à la version de Mega Drive. Le premier jeu de la super graphique se nomme Battle Ace. Il s'agit d'un shoot'em up. Ce programme n'offre pas grand intérêt de jeu, mais semble plus une démo. Voilà. En effet, on en a parlé. Ce jeu-là, à la base, était prévu sur PC Engine et ils l'ont bloqué en fait pour dire que voilà, il faisait partie du lancement de la Super Graphics au final. Des très très gros doutes autour de ce jeu-là. Des jeux comme Strider sont prévus qui finalement ne sortiront pas. Il semble, sauf en CD-ROM, voilà. Il semble qu'il n'y ait pas de souci à se faire quant à l'avenir de la PC Engine avec un parc de consoles vendues à près de 2 millions de machines au Japon. C'est-à-dire que même les gens comme Shootegen et les gens de Voltaire ont acheté ces consoles au Japon et comptent parmi les chiffres de vente officiels du Japon. Ils se sont fournis dans les boutiques au Japon. Ils n'ont pas été voir les gens de NEC pour leur demander d'avoir des consoles. Non, ils sont passés par le circuit commercial du Japon. C'est là le problème que je vous ai spécifié. Et en plus avec la marge qui se faisait, en faisant croire qu'ils payaient en fait des taxes à l'importateur ou je ne sais qui, voilà. Je dis pas que c'est une grande escroquerie qui a été organisée par les gens de Shootegen à l'époque, mais ils ont surfé en fait sur la notoriété de NEC pour se faire de l'argent. C'est également ça. Alors, on peut bien sûr trouver encore des articles qui référencent toutes les publicités, par exemple, de la société Sodipeng, qui justement s'est occupé de la distribution de cette fameuse PC Engine et qui n'a pas exercé très longtemps pour la distribution. C'est également en relation avec Guillemot International et Ubisoft. Voilà, pour la petite anecdote. On favorisait bien sûr la modification, comme c'est écrit dans l'article, de la sortie vidéo, qui comportait des soucis au niveau du PAL et du SECAM par rapport au signal NTSC d'origine de ces machines-là. Et on avait également des petites notices intégrées dans les jeux en papier, imprimées justement, on va dire sur imprimante d'époque en noir et blanc, où on avait ces notices qui permettaient de comprendre à quoi ressemblait le jeu et qu'est-ce que justement il allait présenter aux joueurs. Notices françaises intégrées à l'intérieur, parfois avec des petites astuces au niveau du gameplay et de la compréhension des jeux d'aventure, mais ça s'arrêtait là. On n'avait pas un guide pour jouer à Neutopia ou à d'autres titres, voilà, de cette PC Engine. Alors, également pour la garantie, voilà, de ces machines-là, Sodipeng s'occupait de la réparation de ces machines si justement il y avait une malfonction au niveau de la sortie vidéo. Ils réparaient les consoles pour les clients vu que c'était eux qui avaient modifié les consoles à la base.
Voilà, je vous mets également le type de photo et d'emballage qui était fait pour cette Core Graphics en France, avec une modification de l'emballage pour officialiser la distribution par un fournisseur français dans les supermarchés de cette machine Core Graphics, avec justement directement les écritures en français au niveau de la boîte, et puis également on va dire un adaptateur fourni pour jouer à plusieurs et une sortie vidéo déjà intégrée pour brancher sur vos téléviseurs. Terminé, on va dire, ce signal 60 Hz de base, c'était du 50 pour ces consoles. Alors, il y avait toujours la possibilité d'aller chez Shoot Again, bien sûr, et d'acheter une console import non modifiée. Voilà. Alors, je vous montrerai également le type de, comment dire, d'emballage pour la Super Graphics au niveau de Sodipeng. Qui présente un petit logo au niveau de la boîte, un petit logo jaune dans mes souvenirs. Là par exemple, voilà, on a une personne qui avait récupéré ici, voilà, en 2016, une console Sodipeng avec la sortie vidéo modifiée pour la console, avec cette sortie RGB. Voilà. Alors, c'est pas sincèrement des modifications énormissimes. On a voilà, les fils qui correspondent aux couleurs de sortie du circuit imprimé, rouge, vert et bleu. Et puis on a, je pense ici, le fil qui fait la modification du 50 Hz et du 60 Hz. Alors également pour l'histoire, voilà, Sodipeng fin 92 ne distribue plus avec Guillemot et puis Ubisoft, donc la PC Engine et les machines de NEC en Europe, puisque NEC dès 93 va revendre les droits de distribution à TTI, Turbo Technologies, cette compagnie voilà, formée par des anciens de NEC et Hudson. Au même moment, il y aura le Mega CD et d'autres machines qui seront déjà sur le marché. Et NEC va toujours essayer de profiter un peu d'évolution de ces machines avec le rajout par exemple de l'arcade card qui va rajouter de la mémoire vive à la console pour gérer des jeux un peu plus compliqués. Voilà, pour la console, je crois qu'il y a certains jeux SNK qui sont adaptés en format CD-ROM sur la console. Voilà, mais on a encore une fois voilà, un article qui nous montre que Sodipeng qui a fait le choix voilà, de distribuer en 90. C'était prévu pour janvier 90, finalement la date a été repoussée à mars 90 pour la distribution. Le temps bien sûr de faire des stocks et les modifications des consoles, je pense, ça a c'est beaucoup rentré en compte dans l'importation des grandes surfaces. Qui justement n'ont pas voulu prendre des consoles brutes en version japonaise, où justement les clients n'auraient pas la possibilité d'afficher l'image à l'écran. Il fallait faire les modifications des stocks qui avaient été importés, et ça a été repoussé au mois de mars 1990 pour les premières machines arrivées dans les magasins Auchan, Fnac. Et moi-même de mon côté, hein, voilà, quand je vois les machines vendues du côté de la Fnac ou d'autres enseignes de supermarchés, c'est bien spécifié sur la boîte, modifié pour vos téléviseurs français compatibles, etc. Donc on a cette sortie qui est soudée parfois avec cette Péritel qui sort de derrière. Et puis malheureusement un signal 50 Hz, voilà, pour des consoles du côté de chez Sodipeng. Chez Shoot Again on avait encore le choix, 60 ou 50 Hz avec la modification. Voilà. Alors il y avait également des versions de consoles où on avait voilà, cette prise Péritel qui avait été possible d'intégrer, parce qu'ils avaient changé justement l'entrée à la sortie de la console, et on pouvait, alors c'est à prendre avec des pincettes, mais je crois que ce sont les mêmes prises Péritel que la Mega Drive 2. Bien sûr à vérifier, hein, mais
Dans mes souvenirs, j'avais lu qu'en effet, on avait le même genre de prise Péritel qui avait été intégré sur les PC Engine et les Core Graphics, enfin pas forcément les Core Graphics parce qu'il n'y avait pas besoin, mais les PC Engine d'époque. Ici on voit une boutique qui dit ce câble vidéo RGB Péritel avec ampli vidéo intégré vous permettra d'obtenir une parfaite qualité d'image ainsi qu'un son stéréo avec votre console NEC modifiée SodiPeng. Voilà, pour les consoles PC Engine d'époque. Alors je vous montre également le type de notice qui était présente dans ces magazines, enfin dans ces... Oui, pas forcément magazine d'époque, mais on avait le même genre de description dans les tests qui étaient présents également dans les notices fournies par Guillemot et donc SodiPeng. SodiPeng, vous l'avez compris, société de distribution de la PC Engine. C'est une abréviation qui veut dire ce qu'il veut dire. SodiPeng, c'est pas une société qui s'occupe de la distribution de Sega par exemple. Vous avez compris clairement. Non, c'était Virgin à l'époque. Et voilà, on vous met par exemple la description de Final Match Tennis ici, avec les modes exhibition, etc. disponibles. On vous fait un petit prélude au niveau de la mise en page, voilà. Voilà, ça ici c'est un petit article que je vous ai trouvé rapidement du côté de eBay. Voilà. Alors ici on a Outrun, instruction de chargement, précaution à l'emploi, voilà, il faut couper le courant pour changer la carte. Alors on n'a pas le choix parce qu'il y a un petit lock qui empêche justement. Alors cet appareil, c'est un appareil de précision, évitez surtout de l'utiliser ou de le garder dans un endroit trop chaud ou trop humide. Évitez les chocs et surtout ne pliez pas la carte, voilà, ne touchez pas et ne mouillez pas la carte pour éviter une panne de l'appareil, voilà, l'oxydation, court-circuit. Ne nettoyez pas votre console ou votre carte de jeu avec du benzène, ne mettez pas d'essence sur votre console bien sûr, dissolvant ou alcool. Alors l'alcool 70 par contre, c'était peut-être conseillé au bout de 10 ans pour enlever cette oxydation, mais au début ça ne servait à rien en effet. Il fallait vraiment mettre de l'alcool 70 avec très faible densité d'eau, bien sûr. Pour lancer le jeu, appuyez sur le bouton Run. Alors, une fois que le menu est chargé, bien sûr. Voilà. Et puis vous avez les contrôles, les effets sonores. On vous mettait tout en œuvre pour que vous soyez à l'aise pour jouer. Voilà. Si vous ne réussissez pas le jeu avec succès dans le temps qu'il vous est imparti, le jeu s'achève pour le game over. On vous explique le game over, voilà. Enfin, c'est assez amusant. Et c'était Euromaintenance qui s'occupait de la garantie avec SodiPeng. Et Euromaintenance, c'était également une société qui s'occupait de réparer les disquettes Atari ST, Amiga vendues, distribuées dans les magasins Fnac par exemple à l'époque. Voilà, ici on a Opération Wolf, voilà, et c'est à chaque fois le même genre de petits dépliants. Notice française, voilà, installez votre console de jeu comme indiqué dans le manuel d'instruction, insérez la cartouche, mettez l'interrupteur, etc. Coupez le courant, enfin c'est les mêmes genres de choses. Voilà. Et il n'y avait qu'une page en général, hein, ça allait très très vite, on mettait pas grand chose. Salamander c'est pareil, voilà. Donc ça c'est facilement, on peut le reproduire facilement pour le vendre en effet dans les boutiques parisiennes de République. Hein, si vous avez un genre de papier du même type, et puis une imprimante, ça va très vite. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça c'est le genre de choses qui était présent dans les jeux Neo Geo également, où les faussaires se font un plaisir de reproduire pour vendre les jeux plus chers. Voilà. Vous avez bien compris. Alors vous avez également un guide qui était fourni parfois pour les acheteurs également du côté de l'Angleterre, The Complete PC Engine Guidebook, qui était un fanzine, et on avait également voilà
les spécificités de la console avec justement voilà la sortie Péritel modifiée pour les consoles PAL, voilà, et le 50 Hz. Malheureusement, la vitesse de défilement à l'écran était impactée, comme ils le disent, voilà. Mais bien sûr, la version Péritel était le meilleur choix pour la qualité visuelle. C'est-à-dire que la prise antenne à l'époque, si vous aviez la chance d'avoir ce genre de téléviseur qui permettait d'avoir des décodeurs intégrés internationaux pour en recevoir les canaux d'affichage de l'antenne asiatique ou Europe occidentale comme aujourd'hui on aime bien dire, vous avez la possibilité de jouer à votre PC Engine avec la prise antenne de base sans modification, mais l'image est un peu baveuse. Ça va être la différence. Mais vous voyez que par exemple dans les magazines spécialisés d'époque, déjà les fanzines, on parle du problème du downgrade de la vitesse avec le PAL et la conversion des consoles modifiées pour le marché européen. Alors, si on doit faire un bilan à l'époque de la distribution de cette machine, ben, vous aviez le choix, bien sûr, de passer par Shoot Again, encore une fois, jusqu'à, on va dire, allez, disons plus 92 maximum. Ça sera intéressant de voir exactement la date à laquelle, voilà, Sodipeng et puis NEC ont mis un terme total à l'import sauvage du côté des boutiques parisiennes. Ça a été compliqué, je pense, de gérer ça. Je pense que le fait que, bien sûr, ils aient été en procès Shoot Again et qu'ils aient pris une très grosse amende au niveau de l'importation sauvage, ça leur a fait extrêmement de tort, de mal, réputation, et puis surtout qu'à un moment donné, bah, vous avez un importateur officiel qui distribue la machine pour tout le monde dans les supermarchés. Il n'y a plus aucun besoin d'aller du côté de Paris chercher ou d'acheter par correspondance cette machine. En plus de ça, le service garantie Euromaintenance, qui s'occupait également de la garantie des machines et des jeux, était remplacé directement dans le supermarché par un autre jeu qui était fonctionnel s'il y avait un problème. Et les consoles n'étaient pas, on va dire, vous ne deviez pas attendre que voilà, l'importateur Shoot Again retourne au Japon chercher des consoles pour vous en donner une autre. Voilà, il y avait pas la garantie était beaucoup plus sérieuse. Maintenant, je trouve que c'est une machine passionnante parce que vous avez la possibilité, avec tout ce qui est fanzine et magazine d'époque, vous avez la possibilité de retrouver des choses qui avaient été faites voilà, de façon plus ou moins officielle pour démocratiser la machine dans les foyers et vous expliquer comment fonctionnait cette machine. Voilà. Et ça, en fait, parfois, les magazines spécialisés ne le faisaient pas. Hein, on a par exemple ici, du côté de ce fanzine anglais, des articles autour, ici, voilà, de Gunhead. Vous avez ici City Hunter. Beaucoup de titres voilà, qui n'étaient pas annoncés par la presse d'époque. Et ben là, vous aviez la possibilité d'avoir des informations sur les jeux, parce qu'au final c'est pas forcément les journalistes d'époque qui faisaient la commercialisation du produit. Alors en France on sait que Tilt, Console Plus ont beaucoup œuvré pour que Shoot Again, voilà, et même Joystick, que Shoot Again soit mis en valeur. À un moment donné dans également Joystick, vous aviez, et Console Plus et Tilt, vous aviez les pubs de Sodipeng qui se mélangeaient avec les pubs de Shoot Again, qui étaient tous les deux à un moment donné en procès. Enfin, c'est une autre époque. C'est une autre époque qui, je pense, d'un point de vue éthique, ne pourrait pas être faite aujourd'hui, je pense, avec voilà, les compagnies qui vont tout de suite voilà, au procès et au chantage par rapport à des magazines qui vont utiliser des pubs de concurrents non officiels au niveau de l'importation. Ça se serait mal passé aujourd'hui, c'est pas quelque chose de réalisable. Même aujourd'hui, des gens qui parlent sur YouTube de nouveaux produits vont pas vous parler d'un produit AliExpress et d'un produit officiel en même temps. En général, il y en a un qui est payé pour parler du produit officiel de chez Sony, et puis un autre youtubeur qui va essayer de grappiller des sous à travers... mais on n'a pas les choses qui se font de la même manière.
Il y a également dans ce fanzine des petites notes qui ont été mises, voilà. C'est assez amusant. Voilà, je vous invite à aller voir par exemple cette page, voilà, Turboplay Magazine Archive, où vous avez d'anciens tests au Japon, en Angleterre, parfois peut-être sur le sol européen, d'anciens jeux. Alors vous avez plein de témoignages, hein. Vous allez sur les forums, vous avez des témoignages de gens en Italie, de gens en Allemagne, en Angleterre, qui ont pu avoir cette PC Engine, voilà, malheureusement, avec ce format 50 Hz et version PAL. C'est un peu la différence, malheureusement, avec l'expérience d'origine. Mais voilà, grâce à Shoot Again, on a pu toucher à cette console en avance. Alors, je tiens à préciser également que par rapport à l'histoire, attention, JM Destroy n'a jamais travaillé officiellement chez Shoot Again. C'est-à-dire que c'était un client habituel qui pouvait ramener une ou deux consoles ou quelques consoles, voilà, du Japon pour la boutique, mais ce n'est pas une personne qui a créé Shoot Again ni travaillé officiellement chez Shoot Again. Gilles Breuil est le seul à avoir créé cette entité, ce magasin d'importation, et qui était fan de jeux vidéo, etc. Il a rencontré justement des gens de la presse écrite, spécialisés dans le jeu vidéo, mais voilà, des gens qui se sont appropriés un peu l'histoire autour de ces boutiques-là et de la légende de Shoot Again, parce que ça reste une boutique légendaire par rapport à la micro-informatique du boulevard Voltaire du début des années 90 et fin années 80, où on était spécialement concentré sur l'Amiga, l'Atari ST, et puis le Commodore, l'Amstrad CPC, etc. Et un peu des consoles comme la NES, et puis la Master System, et petit à petit, voilà, mais des consoles parfois beaucoup plus officielles au niveau de la distribution que de l'importation. L'importation, c'était plus dans certaines boutiques, mais spécifiques. Alors, il faut dire une chose également, c'est que les jeux micro-ordinateurs que vous aviez dans les boutiques parisiennes d'époque étaient des jeux qui étaient importés d'Allemagne, parfois pour Commodore, d'Espagne, et puis d'Angleterre. Angleterre, il y avait un marché énormissime de l'Amstrad CPC, énormissime. L'Espagne, c'est pareil. Les jeux parfois ne sortaient pas par des distributeurs français au niveau de l'Amstrad et du Commodore en France. Il fallait passer par des fournisseurs étrangers ou aller chercher les jeux en Allemagne. Je sais par exemple, moi, par expérience, parce qu'on a acheté des jeux en 91-92 du côté du Commodore 64, du côté de l'Allemagne à Francfort, Berlin, voilà, où justement en voyage on a pu ramener des jeux pour nous. Et à un moment donné également, on est passé par Ubisoft, je me souviens, pour récupérer des jeux on était en 89. On a été chez Ubisoft, qui était du côté de... C'est pas Gennevilliers, non, c'est... faudrait que je retrouve la ville dans la région parisienne. Gennevilliers, c'est plus Atari, je crois. Et on avait été donc dans les bureaux d'Ubisoft chercher, voilà, faire des commandes sur Commodore 64 avec par exemple Ghostbusters 2, puis il y avait d'autres titres qui étaient distribués par Ubisoft en France. Mais dans les magasins, vous ne les trouviez pas, voilà. Alors, également, voilà, en fin années 90, il y a quelque chose qui va faire énormément de mal à cette Super Graphics, et puis les boutiques vont commencer également à s'intéresser à SNK et la Neo Geo qui va être vendue, qui ne sera plus en location à un moment donné, et on va avoir l'importation de cette machine de plus en plus, et les magazines vont également faire gagner par exemple des consoles Neo Geo, des jeux Neo Geo, où auparavant, voilà, ils faisaient gagner aux vainqueurs de concours divers des NEC, Core Graphics et autres lecteurs CD-ROM. Il y a un article intéressant également qui sort en fin d'année 90 du côté de Tilt, où on vous dit, voilà, la Super Graphics compatible bien sûr avec sa petite sœur, mais avec un handicap, avec un manque de jeux,
Alors que choisir pour l'avenir? Alors Olivier Scamps, qui avait fait cet article, était également la personne à l'origine du test de Grand Zor, voilà, rempli de corruption à l'écriture. Voilà, alors par exemple, il nous dit de façon plus ou moins sérieuse, voilà, dans son écriture, acheter une Super Graphics, c'est parier pour l'avenir. Machine ultime, point d'interrogation, malheureusement non, car cette superbe bécane souffre d'un grave défaut, la pénurie de soft. 4 jeux autour de 6 à la fin de l'année, c'est peu, quelle que soit leur qualité. On peut d'autant plus le déplorer alors que le fautif n'est autre que NEC, qui visiblement peut décider à faire de l'ombre à la PC Engine, qui a quand même 2 millions de machines sur le marché qui ont été vendues. La sortie de la Super Famicom au Japon devrait toutefois remuer un peu ce géant frileux et obliger à soutenir une nouvelle machine. Le résultat pourrait alors faire mal, mais pour l'instant, acheter cette console revient à faire un pari sur l'avenir et à se résigner à l'utiliser le plus souvent comme une PC Engine et non pas une Super Graphics, voilà. Ce qui n'est déjà pas si mal, comme il dit. Les machines NEC ne sont pas parfaites, c'est certain, mais elles ont suffisamment de qualité pour séduire l'amateur de micro. Si vous avez les moyens, la raison impose certainement d'acheter une Mega Drive, il lui-même le dit, alors qu'il a donné tout ce qu'il pouvait autour de Grand Zor, hein, 17/20, animation extraordinaire. Bon, Grand Zor, ça a duré 3 jours là, et pas, même peut-être 3 heures, je ne sais pas. Officiellement distribué en France, à Mega Drive, voilà, alors que Shootogen le faisait également en import japonais non officiel. Virgin, voilà, va cogner à la porte après Nintendo, et NEC également va également mettre en procès nos amis de Shootogen. Mais la passion peut vous suggérer le contraire. Un grand nombre de journalistes de Tilt, moi le premier, ont craqué pour cette console et ne regrettent pas leur choix, loin de là. Alors on essaye, voilà. Alors qu'est-ce qu'ils aiment pas dans cette machine, voilà, on va regarder tout de suite. J'aime, je tousse parce que j'ai du mal à trouver en fait, même moi, un intérêt à cette machine. Sa puissance en matière de graphisme et d'animation. Alors si on parle de puissance et de consoles qui ont eu un fail énorme, on rappelle juste la Jaguar, la 3DO, qui étaient des consoles exceptionnelles sur le papier. La qualité des jeux disponibles, la compatibilité totale avec la PC Engine. Bon, alors finalement, t'achètes un émulateur de PC Engine, t'achètes quoi en fait? Je n'aime pas son look. Pourtant, le look il est extraordinaire. Extraordinaire de la Super Graphics. Le faible nombre de jeux, elle vient de sortir la console. Enfin, ça fait pas. Elle vient pas forcément de sortir au Japon. Elle est sortie en décembre 89. On est un an plus tard, décembre 90. Faible nombre de jeux. Un seul port joystick, ça c'est incompréhensible parce que NEC, ils ont jamais voulu rajouter un deuxième port sur la console. Alors finalement, bon, au niveau du hardware, bon. Mais c'est aussi parce qu'ils ont recyclé leur hardware au niveau de la console. Ils n'ont jamais fait d'effort pour modifier la structure et faire des nouveaux investissements au niveau de composants. Un seul port joystick, l'absence de distribution officielle, ce qui n'est pas le cas parce que on sait très bien que la Super Graphics a été distribuée par Sodipeng à un moment donné. Et depuis mars 1990, la PC Engine et la Core Graphics sont distribuées officiellement par Sodipeng. Voilà. Alors, microprocesseur, c'est le même que la PC Engine. Maximum cadencé à 7,2 MHz. Il y a 4 fois plus de mémoire vive. La RAM, regardez, voilà. Très très bien. Résolution 320 x 244. Ce qui est pas terrible au final. Parce que pour les mauvaises langues qui aiment bien dire oui, la Super Graphics était plus puissante que la Mega Drive, regardez la Mega Drive. Processeur cadencé à 7,6 MHz. Résolution 320-244. Et bien sûr le son stéréo FM. Tout ça avec un processeur de qualité qui fera vraiment le travail hein, sur plein de jeux. Meilleur que la Super Famicom d'ailleurs.
Et on va dire que au niveau du prix, c'est moins cher que la Super Graphics également, à peu près sur cette période-là. Voilà. Et là, encore une fois, on est sur la Mega Drive, une ludothèque top niveau pour la Rolls des consoles. Alors, tout à coup, en fait, parce que la Neo Geo n'est pas encore implantée dans le circuit commercial européen ni mondial à cette époque-là, elle est en location simplement. Et à cette époque, la Mega Drive est considérée comme la Rolls des consoles. C'est assez amusant de voir ça parce que un an plus tard, ça sera plus le cas. On parlera plus de la Neo Geo et ce terme sera repris, voilà, par les journalistes euh, futurs de Tilt pour la considérer au niveau de la puissance, de la capacité des jeux comme la console de référence, cette Neo Geo. La Super Graphics en 91, elle disparaît du marché complètement. On parle plus encore de la PC Engine, mais la Super Graphics, ça reste. Bon, bref, pour plus de renseignements, voilà, je vous invite à aller lire les d'anciens magazines comme Tilt, le guide pour l'année 91 qui sort en décembre 90, et vous verrez qu'il y a des choses vraiment très intéressantes sur le hardware des machines, et puis également la commercialisation de ces fameuses consoles NEC face à la concurrence qui va être énormissime en 91, là où en 90, bon. Mais il y a 2-3 consoles qui vont arriver en plus, des consoles de salon, et en plus des consoles portables également qui vont émerger au niveau du commerce également et se faire concurrence. Donc là, 91, 90, on est dans une saturation au niveau des achats pour la clientèle, et parfois, voilà, des boutiques comme Shoot Again qui faisaient de l'import. L'import ne se justifie plus, par exemple pour la Mega Drive où les jeux arrivent moins chers en France dans les supermarchés. Euh, et puis également au niveau des consoles, voilà, qui sont distribuées maintenant par des distributeurs officiels. Plus besoin d'attendre, comment dire, l'importation de ces magasins indépendants qui ont fait beaucoup d'argent sur le dos de la clientèle, même s'ils ont permis, voilà, et démocratiser l'expérience jeu vidéo pour différents classes sociales, voilà, avec le marché d'occasion qui n'existe pas en supermarché. C'est ça qu'également faut voir, voilà. Donc je vous dis à bientôt les gars, écoutez, merci d'avoir regardé cette émission, j'espère que j'ai pu vous informer sur différents aspects du commerce des années début 90 de NEC et de la concurrence qui s'est faite entre Sodipeng et puis les magasins indépendants, dont Shoot Again. Voilà, je vous dis à bientôt, allez, ciao à tous.